Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et une nouvelle fois, merci de votre présence et de votre assiduité en direct comme en différé. Ce soir, nous tenons à repréciser pour toutes celles et pour tous ceux qui nous écoutent que ces conférences sont le fruit de multiples collaborations qui n'apparaissent ni à l'audio ni à la vidéo. Sans vous, sans les amis avec lesquels nous cheminons sur le chemin de la conscience, sans l'aide logistique pour l'enregistrement et la diffusion des conférences mensuelles, comme des rubriques hebdomadaires de Frédéric, sans les compétences artistiques et graphiques de certains membres de notre groupe, ce travail ne serait pas ce qu'il est. Et c'est avec gratitude que nous saluons les énergies qui nous réunissent pour ce travail collectif. Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent financièrement et qui permettent ainsi la pérennité de ces conférences. À ce propos d'ailleurs, le RIB de l'association Sens qui récolte vos dons a changé et vous le trouverez dans notre newsletter ou sur le site. Et puis continuons dans les annonces, notre nouveau livre est paru. Le pouvoir guérisseur de la carte de rayon vient de sortir. C'est le deuxième volume donc sur les 7 rayons. Il est disponible comme tous les autres ouvrages sur le site des éditions solidaires. Bon, et bien ces annonces faites, continuons notre cycle en abordant ce soir le dernier volet de notre thème « L'âme dans tous ses états ». Lors des 10 conférences précédentes, nous avons cherché à rendre compte de la nature de l'âme et nous avons vu qu'elle est l'instance fondatrice à l'origine de tout ce qui vit. C'est elle qui est à l'origine de toutes les formes, micro ou macrocosmiques, et c'est elle qui les anime. Et bien qu'elle soit la source de chaque règne, de chaque existence au sein de ces règnes, l'âme ne connaît pas la séparation parce que chaque âme est une parcelle de l'âme une. Nous avons vu également que âme et conscience sont des termes synonymes et que chaque règne, chaque espèce, chaque forme abrite une part de conscience qui lui est propre, tout en appartenant à la conscience du grand tout. Et puis pour illustrer ces généralités, nous avons détaillé les processus d'incarnation et des états de conscience spécifiant les règnes minéral, végétal, animal, humain, supra-humain et même le règne des dévas. Ainsi, nous avons réalisé combien l'âme répond à des lois. C'est en effet l'omniprésence des 3 premières lois de l'âme qui régit l'ensemble des êtres qui peuplent notre planète. Et c'est ainsi que les âmes répondent d'une façon ou d'une autre aux énergies des lois de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service qui se manifestent par des effets particuliers au sein de chaque règne. Et puis plus particulièrement en relation avec les 4e et 5e règnes, nous avons aussi abordé les lois de répulsion et de progrès de groupe. Bien, mais rassurez-vous, ce soir, nous n'allons pas chercher à résumer les 10 conférences précédentes, ce qui serait forcément réducteur et tout à fait indigeste. Par contre, pour clore notre parcours de l'année, nous allons suivre l'un des 3 fils subtils qui relient tout ce que nous avons abordé depuis le début de cette année. Quels sont ces 3 fils? Le premier, c'est celui de la vie une. En effet, depuis les particules jusqu'aux étoiles, en passant par l'ensemble des règnes de la nature, tous existent au sein de la même grande vie une. À quelque échelle que ce soit, par-delà les âmes, par-delà l'ensemble des formes existentielles, la vie est omniprésente, infinie et éternelle. Et c'est cette conception qui fait comprendre que la mort n'existe pas, parce que au sein de la vie une, il ne peut y avoir absence ou perte de vie. En fait, ce que nous appelons la mort n'est simplement qu'un changement d'apparence au sein de cette grande vie. Et quelle que soit l'apparence formelle, à quelque niveau que ce soit, nous sommes tous des étincelles de vie reliées d'une manière indéfectible. Le deuxième fil, c'est le fil de la conscience. De la même manière que nous sommes tous des étincelles de vie, nous sommes tous des éléments appartenant à l'âme conscience une. Et nous avons vu comment chaque parcelle d'âme une fait croître sa capacité créatrice et expand progressivement sa conscience en passant par les différents règnes de la nature. Ainsi s'acquièrent les multiples qualités de conscience sous toutes leurs nuances.
Et même si incarnation après incarnation, nous ne gardons pas souvenir des stades antérieurs, nous sommes toujours la résultante des apprentissages de conscience éprouvés dans les règnes précédents et au cours, naturellement, de nos incarnations passées. Et c'est par là que nous pouvons ressentir l'unité entre tous. Quant au troisième fil, qui relie aussi tout ce que nous avons vu, c'est ce que nous appelons le fil de l'éducation. Ah. Si depuis l'atome jusqu'aux étoiles, il existe une continuité de vie et une continuité de conscience, c'est qu'il existe un fil évolutif qui anime toute évolution et gouverne toutes les expansions de conscience. Et ce fil, c'est celui de l'éducation. Alors évidemment, habitués que nous sommes à penser que l'éducation est affaire humaine, il peut sembler étrange de la concevoir comme un processus de conscience qui concerne tous les règnes de la nature. Et pourtant, c'est ce qu'utilise l'âme conscience pour progresser. L'éducation, c'est un processus universel d'accroissement de la conscience. Alors, nous avons fréquemment évoqué les fils de vie et de conscience cette année, et c'est donc sur le fil de l'éducation que nous allons nous arrêter ce soir, en insistant particulièrement sur le chemin qui mène le règne humain de l'éducation à l'initiation. Nous avons longuement traité du sujet de l'éducation au cours de l'année 2019, et nous n'allons évidemment pas à nouveau détailler ce sujet. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons simplement l'évoquer en tant que processus évolutif qui mène progressivement l'humain aux initiations et à la libération qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce que l'éducation ? Si on s'en réfère à l'étymologie, éduquer signifie conduire hors d'eux, conduire hors des limitations. Bon, alors en s'interrogeant sur la nature de ces limitations, on s'aperçoit qu'elles sont de deux ordres. Tout d'abord, ce sont les limitations des corps physiques, émotionnels et mentaux, qui ne permettent l'émergence de l'adulte épanoui que lorsqu'ils sont développés au mieux de leur capacité. Mais le deuxième type de limitation, c'est la tendance de ce même adulte épanoui à s'installer dans son état de conscience, dans ses habitudes émotionnelles, dans ses routines de pensée, dans son train-train physique. Et c'est la tendance à s'en satisfaire et à ne plus chercher à en bouger. Ce sont donc des limitations à de nouvelles expansions de conscience. Et donc l'éducation envisagée comme un processus évolutif invite donc continuellement tout humain à sortir de ses limites, quelles qu'elles soient, selon naturellement son niveau de conscience. Naturellement, si cette définition semble aller de soi en ce qui concerne l'humain, il est peut-être plus difficile d'en percevoir les incidences dans les règnes subhumains. En effet, en quoi les animaux, les végétaux, les minéraux et les particules de matière sont-ils éduqués ? Mais en fait, la question posée de cette manière témoigne de l'habitude des humains adultes à se poser en éducateurs. Éducateurs d'enfants, éducateurs d'adultes ou même éducateurs animaliers. Mais si l'humain a effectivement un rôle à jouer dans l'éducation des règnes subhumains, il n'est pas le seul facteur éducatif. Pour comprendre l'universalité de l'éducation, il faut l'envisager aussi sans l'intervention directe de l'humain. Ce qui nécessite de prendre en compte ce qu'on appelle l'école de la vie. Parce que l'âme qui est à l'arrière-plan de toutes les existences cherche en permanence à faire croître la conscience par tous les processus éducatifs que proposent les circonstances de la vie. En effet, ces circonstances varient continuellement, obligeant ainsi tous les règnes, jusqu'à l'humain, à s'adapter. C'est donc l'adaptation qui est le grand processus éducateur de la vie. C'est le grand processus évolutif qui transforme et qui perfectionne l'existence, comme nous allons le voir. L'éducation n'est donc pas le propre de l'homme, c'est un processus universel piloté par l'âme qui se manifeste sous diverses formes pour permettre l'évolution. Mais alors, quels sont les facteurs qui incitent les 4 premiers règnes terrestres à s'adapter en permanence ? Nous allons en considérer 3 parmi d'autres. D'abord, la nature des rayons en incarnation sur Terre. Ensuite,
le changement climatique en cours et d'autres conséquences des actions humaines. Tout d'abord, la nature des rayons en incarnation sur Terre. Comme nous l'avons vu le mois dernier, la nature des rayons qui s'incarnent cycliquement conditionne et prédispose l'ensemble des terriens à des avancées spécifiques. Nous avons évoqué les grandes marées énergétiques qui baignent la Terre en ce moment, en parlant des fondus enchaînés qui voient s'effacer d'une part les énergies du rayon 6 au profit de celles du rayon 7, et d'autre part l'influence du rayon 5 qui laisse la place à celle du rayon 4. Et si nous prenons simplement l'exemple du passage de relais entre le rayon 6 et le rayon 7, nous constatons actuellement un bouleversement des valeurs qui dessine un nouveau visage de société. Avec naturellement tous les conflits que ça entraîne entre tous ceux qui répondent encore aux influences du rayon 6 et ceux qui dès aujourd'hui sont plus sensibles aux incidences du rayon 7. Alors à travers ces mouvements, à travers ces incompréhensions, ces conflits, ces affrontements et ces batailles, c'est l'humanité tout entière qui cherche à s'adapter. En choisissant, en essayant, en se trompant, en étant en phase ou non avec les énergies qui la conditionnent et qu'elle apprend à utiliser. Et ainsi l'humanité globalement et individuellement progresse. Mais le règne humain n'est pas le seul à être impacté par ces changements énergétiques. Tous le sont, même si l'évolution des règnes subhumains ne se perçoit pas à l'œil nu. C'est ainsi par exemple que la couleur bleue en lien avec le rayon 6, qui caractérise certaines fleurs ou certains minéraux, mute progressivement vers le violet, qui est une expression vibratoire du rayon 7. Et c'est le signe que ces règnes sont en cours d'adaptation. Et donc, l'incarnation des rayons sur Terre, c'est un des facteurs qui préside à l'adaptation et donc à l'évolution, mais ce n'est pas le seul. Le second facteur dont l'importance ne cesse de croître, c'est le changement climatique en cours. Il fournit à tous une phénoménale occasion d'éducation en contraignant les terriens à l'adaptation. En ce qui concerne l'humanité, la conscience croissante des incidences de ce changement climatique éduque à la responsabilité, à la solidarité systémique et à la mise en place de nouvelles manières de vivre et de consommer. Les sécheresses, l'appauvrissement des sols, la raréfaction de l'eau, l'accroissement des températures imposent un autre regard sur notre futur commun. Et tout cela exige une éducation des consciences, si nous voulons que les terriens, considérés comme un tout indissociable, puissent collectivement s'adapter au changement de conscience que cela implique. Alors il est urgent d'envisager quelques abandons de privilèges pour que tous puissent bénéficier du nécessaire. L'acceptation inévitable de la décroissance matérielle va entraîner, avec ou sans résistance, des bouleversements dans les consciences. Et l'humain, apprenant de ses erreurs, va devoir s'adapter et ainsi progresser. Et naturellement, il en est de même pour les animaux et les végétaux qui actuellement doivent également s'adapter rapidement à de nouvelles conditions de vie, à de nouvelles stratégies, et ainsi progresser depuis le point de conscience qu'ils incarnent. Et donc à ces deux sources de changement que sont l'incarnation des énergies de rayon et le changement climatique, il faut ajouter d'autres interventions humaines. Par exemple, nous voyons combien le chaos actuel fait de conflits et de guerres partout dans le monde nous convoque à changer de vision et nous implique de façon responsable pour contribuer à amener la paix. Ce chaos nous incite à trouver des solutions responsables, mais il nous y obligera si nous ne sommes pas suffisamment conscients pour comprendre dès aujourd'hui la nécessité de nous considérer collectivement comme une unité. Si aujourd'hui la majorité des humains refuse encore de considérer tout ce qui vit sur Terre comme un tout indissociable, l'âme de l'humanité y pousse. Et avec l'avancée en âge de conscience d'un certain nombre de ses représentants, des leçons d'amour s'apprennent pour que les justes relations finissent par triompher. Aujourd'hui, ces relations sont particulièrement injustes et difficiles. Et il est urgent que tous ceux qui cherchent en conscience à rejoindre l'unité
s'attelle avec force à ce travail. Soyons donc des porteurs de paix, des porteurs de lumière, qui éclairons nos erreurs pour nous adapter toujours plus subtilement à la reconnaissance et au respect de ce qui doit être. Enfin, au chapitre des actions humaines qui obligent à s'adapter, évoquons aussi l'incidence des déplacements de population. En effet, qu'ils soient imposés ou volontaires, les déplacements de population ont été de tout temps des facteurs de découverte et d'apprentissage. Les guerres, les invasions, les famines sont à l'origine de nombreux déracinements et imposent aux populations déplacées une adaptation d'autres conditions de vie et à d'autres personnes, qui d'ailleurs, elles aussi, de leur côté, doivent apprendre à reconnaître et à accepter et à relationner avec ces nouveaux arrivants. Et cette nécessité d'adaptation, due au déplacement, s'applique également au règne subhumain. C'est ainsi que de nombreux animaux ont accompagné les humains dans leurs déplacements et ont conquis différents espaces de la planète, souvent d'ailleurs très éloignés de leur lieu d'origine. Et ça s'est fait en rapport avec la domestication, qui est aussi un important processus d'éducation, puisqu'elle conduit certains animaux à reconnaître le règne qui représente son avenir, c'est-à-dire l'humain. Bien sûr, les nouvelles conditions de vie sont telles que parfois certaines espèces n'arrivent pas à s'adapter rapidement et disparaissent. Mais la continuité de vie fait qu'elles se réincarneront dans de nouvelles espèces qui poursuivront le processus d'adaptation et le processus d'évolution. Les végétaux aussi, grâce à l'intervention humaine, ont voyagé et ont colonisé une grande partie de la planète. Les humains les multiplient, les croisent et créent de nouvelles variétés. Et tous ces végétaux s'adaptent en permanence à toutes sortes de conditions nouvelles. Et donc apprennent sans cesse par l'éducation, résultant de la relation entre la plante et l'humain. Aujourd'hui, dans les jardins se côtoient des plantes en provenance du monde entier. Quant aux minéraux, ils n'échappent pas à la règle de l'éducation parce que eux aussi, outre leur adaptation à la pression, à la chaleur de la terre, ils s'adaptent aux conditions de l'environnement et au traitement que les humains leur font vivre en les déplaçant des tréfonds de la terre jusqu'à la surface. Qu'il s'agisse d'extraction de pierres de construction, de pierres précieuses ou de minerais radioactifs, les mines et les carrières se sont multipliées à un point que nul ne pouvait imaginer il y a seulement 4 ou 5 siècles. Et par ailleurs, la sidérurgie, par la fabrication de nouveaux alliages, l'humain éduque le minéral à s'adapter à de nouvelles conditions d'existence qu'il ne connaîtrait pas sans les multiples relations qui président à ces évolutions. Enfin, en ce qui concerne le monde atomique, les nombreuses manipulations de matière qu'opèrent les physiciens et les chimistes sont autant de propositions évolutives qui obligent les atomes à s'adapter à des mouvements, des associations qui au départ ne leur sont pas naturelles. Alors voilà, nous pourrions citer bien d'autres facteurs d'éducation par l'adaptation qui seraient communs aux 4 premiers règnes de la nature, mais ces 3 facteurs que sont les incarnations de rayons, les changements climatiques et les conséquences des interventions humaines suffisent à illustrer en ce moment le grand processus éducatif qu'est l'école de la vie. Toutes ces expériences, heureuses et malheureuses, participent à ouvrir les champs de la conscience et par conséquent à conduire hors des limites habituelles vers un essentiel qui attend d'être reconnu pour pouvoir pleinement se manifester. Alors, intéressons-nous à présent plus spécifiquement à l'éducation humaine et aux facteurs subjectifs qui y concourent. Lorsqu'on évoque l'éducation humaine, il est courant de se référer à l'éducation reçue et transmise de façon plus ou moins formatée. Qu'il s'agisse de l'enfance, au cours de laquelle chacun considère avoir été plus ou moins bien éduqué, ou de l'éducation scolaire, sportive ou artistique que chacun a reçue, il semble naturel de considérer que l'éducation n'a qu'un temps. En effet, une fois parvenus à l'âge adulte, une majorité d'individus considèrent que ça y est, ils sont éduqués et que maintenant, c'est à eux d'éduquer ceux qui les suivent. Mais cette vision réduit l'éducation à un accompagnement qui ne concerne que le passage de l'enfance à l'âge adulte. Or,
si on en revient au sens du mot éducation, conduire hors d'eux, celui-ci évoque deux sens. L'un qui est tout à fait explicite et l'autre qui est plus implicite. Le premier fait clairement allusion au chemin qui permet de conduire quelqu'un hors de ses limitations, étape par étape. Et ça correspond bien à l'éducation traditionnelle telle que nous la connaissons et qui effectivement n'a qu'un ton. Mais le second sens, plus implicite, suggère que si l'éducation conduit l'individu hors de ses limitations, c'est forcément pour l'amener vers un ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui, une fois l'âge de conscience adulte atteint, peut devenir une quête de plus, une quête de mieux, une quête d'essentiel. Et c'est là que notre approche de l'éducation change totalement de registre. Parce que répondre à cette intention n'a pas de limite de temps et place l'éducation comme un processus permanent. En effet, quel que soit notre niveau de conscience, l'âme nous incite sans cesse à aller plus avant dans notre identification à l'être spirituel que nous sommes. Et encore une fois, ce mouvement d'éducation permanente concerne tous les règnes de la nature, même si nous n'en percevons pas les effets à l'échelle d'une vie humaine. L'âme une et ses multiples déclinaisons est la grande éducatrice, la grande accompagnatrice, qui depuis l'origine organise ce processus universel et permanent. Et celle-ci permet à toute entité en existence de devenir le meilleur de ce qu'elle est, à mesure qu'elle apprend les leçons de l'incarnation. Mais revenons-en à l'éducation humaine. Au fil de l'évolution, comme nous le savons, l'âme de l'humanité conduit les humains de l'âge de conscience de masse à l'âge de conscience individuelle, pour ensuite les amener à développer l'âge de conscience qui élève le bien commun au rang de valeur fondamentale. Le but actuel pour l'humanité, nous l'avons souvent dit, c'est de parvenir à un état de conscience permettant d'établir de justes relations entre tous les humains et entre l'humanité et les autres règnes. C'est le but actuel. Les justes relations constituent donc vraiment un objectif majeur de l'éducation. Et c'est pourquoi il est intéressant de constater que le processus éducatif lui-même, dans sa structure comme dans sa qualité, est un apprentissage qui s'opère par le moyen de diverses relations. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sans relation. Pour illustrer cet apprentissage, évoquons trois types de relations impliquées justement dans le processus éducatif. Il s'agit, 1, des relations qui existent entre les différentes instances de l'être humain, les relations qui existent entre ces différents corps. 2, il s'agit des relations que nous nouons avec l'autre, avec les autres, avec l'humanité. Et enfin, 3e point, la relation avec l'âme. Commençons par le développement des relations entre les différents corps de l'être humain. Au cours des 20 premières années, les étapes concernant le développement de ces différents corps sont bien connues. Les besoins et les évolutions progressives du corps physique, l'épanouissement du corps émotionnel et les stades de développement du mental concret n'ont plus de secret pour la psychologie et les sciences éducatives. Même si peut-être on insiste encore un peu trop peu sur la relation et sur la coordination qui s'opère entre ces différents corps. Mais il est intéressant de noter qu'à l'avenir, de nouveaux points éducatifs seront à prendre en compte. En effet, comme nous l'avons détaillé dans notre cycle sur l'éducation en 2019, il importe dans ce processus d'apprentissage qui va de l'enfance à l'âge adulte, d'accompagner chacun dans l'éveil conscient à des potentiels encore très très peu évoqués. Par exemple, au niveau physique, l'éducation devra permettre aux enfants de reconnaître le corps éthérique et d'en comprendre la fonction animatrice et relationnelle pour qu'ils réalisent progressivement qu'au-delà de nos apparences formelles, nous sommes des énergies qu'il convient d'identifier pour les utiliser au mieux. Il sera aussi important de montrer que le corps éthérique est le fondement de l'inséparabilité.
car en devenant conscient de cette inséparabilité, le fait de l'humanité une apparaîtra très clairement. Sur le plan émotionnel, l'éducation devra aussi s'atteler à affiner la sensibilité en cultivant les niveaux subtils de chacun des 5 sens. Elle devra aussi progressivement permettre de différencier ce qui concerne le domaine des émotions de ce qui appartient au registre de la sensibilité. C'est ce qui permettra de continuer de développer la sensibilité tout en diminuant les réactions émotionnelles. Enfin, au niveau mental, elle éclairera la relation étroite existant entre l'émotionnel et le mental, ce qui permettra de mettre en évidence le manque de fiabilité du mental quand il est dominé par les émotions. Et quand l'éducation distinguera l'intellect du mental, quand l'accent ne sera plus mis sur les savoirs, mais sur la nécessité d'apprendre à penser pour gagner en lucidité, elle forgera des personnalités fortes, autonomes, créatrices, suffisamment avisées pour exercer leur discernement en toutes circonstances. Et donc, cette éducation, faite par des éducateurs éduqués, est essentielle pour doter les humains d'une possibilité de choisir, qui ne soit pas une réponse à des manipulations non reconnues. Parce qu'à l'heure de la manipulation des images et des informations, à l'heure où les fake news deviennent monnaie courante, il est urgent de s'éduquer et d'éduquer au discernement pour piloter nos visions et non adhérer à celles qui nous sont présentées comme des vérités sans que nous puissions les vérifier. Il faut donc observer qu'entre une idée et sa vérification existe une relation. Entre une idée et le fait qu'on y adhère ou qu'on la rejette, existe une relation. Entre une idée et la façon dont elle impacte le corps physique par le biais du corps émotionnel et du corps éthérique, existe une relation. Et si nous ignorons que nos éprouvés conscients résultent de toutes ces relations, il devient difficile de comprendre ce qui nous arrive et impossible de dominer les situations qui nous traversent, comme celles d'ailleurs que nous traversons. Donc, premier type de relation, celle entre nos différents corps. Le deuxième type de relation impliqué dans le processus éducatif, ce sont les relations avec l'autre, avec les autres et avec l'humanité. Pour aller vers de justes relations, il est évidemment important d'éduquer à la relation à l'autre, aux autres, qui à terme mène à une ouverture du cœur. La relation implique tout d'abord respect et reconnaissance. Respect et reconnaissance des proches dans un premier temps, puis respect et reconnaissance des autres, en élargissant toujours plus subtilement le champ de nos prises en compte, jusqu'à pouvoir un jour reconnaître véritablement l'humanité comme un tout indissociable auquel se consacrer pleinement. Mais aussi respect et reconnaissance des autres règnes de la nature, respect et reconnaissance de la planète en tant qu'ensemble solidaire. Et c'est ce qui mène au premier rudiment de l'éducation au cœur. Et pour ça, il importe d'avoir aiguisé un tant soit peu quand même le discernement pour apprendre à distinguer combien le fonctionnement du cœur n'a rien à voir avec une approche affective. Ça n'a rien à voir avec de bons sentiments. En effet, l'éducation du cœur mène progressivement à penser, à sentir et à agir pour le bien commun, oubliant autant que faire se peut les intérêts particuliers qui toujours génèrent du séparatisme. Cette éducation à la relation universelle est généralement comprise par le mental concret. Mais le corps émotionnel résiste. L'éducation à la globalité, l'éducation à une impersonnalité, exige des renoncements que la personnalité rechigne à accepter, parce qu'elle confronte chacun à consentir peu à peu au sacrifice de l'importance personnelle. Mais on en reparlera tout à l'heure à propos des initiations. Et donc cette relation aux autres entraîne dans son sillage la troisième relation impliquée dans le processus éducatif, qui est la relation à l'autre en nous, l'âme. Et donc la relation entre l'âme et la personnalité, en fait, elle n'est jamais coupée. Elle existe toujours, même lorsqu'elle est totalement inconsciente. Elle existe toujours, ne serait-ce que par le fil de vie et le fil de conscience.
Cependant, les justes relations impliquent que la personnalité devienne consciente de cette relation. Alors par exemple, chez certains enfants, il est possible d'éduquer à la reconnaissance de l'âme dès l'âge de 7 ans. La présence de l'âme peut être enseignée sous des formes faisant appel à l'imagination. Et de petits temps de silence peuvent même être institués pour qu'ils puissent prendre le temps de se familiariser avec ce qu'ils perçoivent intérieurement. Puis, vers l'adolescence, la valeur du silence méditatif peut être pleinement éprouvée et le rôle de traducteur et de passeur du mental peut être mis alors en évidence. Enfin, dès l'âge adulte, l'étude de la relation à l'âme fait partie de l'éducation permanente. Et cette éducation doit conduire chacun hors des limites des enseignements religieux traditionnels et permettre de découvrir l'âme dans tous ses états. L'âme sous ses diverses incidences vibratoires. Et inviter à reconnaître sa présence derrière l'ensemble des manifestations qu'elle anime. Alors s'éduquer à découvrir la présence de l'âme en tout être, en toute situation. Déceler les multiples facettes de son énergie et la façon dont elle s'exprime, à quelque niveau que ce soit. C'est comprendre la nature unitaire de l'âme, c'est comprendre la conscience de groupe. Et c'est également s'éduquer à percevoir notre véritable identité, celle de l'autre et de tout un chacun. Voilà donc décrites succinctement 3 relations qui permettent, lorsqu'elles sont découvertes, reconnues et appliquées consciemment, d'éduquer tout humain plus subtilement. Mais il faut bien noter que aucun protocole ne peut être appliqué de façon formatée à cette éducation à l'essentiel, parce que tout dépend du chemin parcouru par les uns et par les autres. Ça dépend du chemin parcouru lors de leurs incarnations précédentes, et donc ça dépend de leur âge de conscience. Ainsi, pour toutes les personnes en conscience de masse, c'est l'éducation des différents corps, la relation entre les corps, et en particulier celle du mental concret, qui est la priorité. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans une partie du monde depuis le XIXe siècle, et cette éducation au mental concret a conduit de très nombreux individus à développer la conscience individuelle. Et c'est à eux que s'adressent les processus éducatifs pour apprendre à penser, de même que les techniques de développement personnel. Alors conjointement, un nombre croissant d'humains commence à s'inscrire aussi dans une vision collective du monde, et prennent en compte les autres et le devenir de la planète. Et eux, ils développent ainsi la conscience des autres, la relation aux autres. Et enfin, nombreux sont celles et ceux qui perçoivent la relation à l'âme, et qui, entrant dans la conscience d'ensemble, incarnent de plus justes relations. Et c'est ainsi que nous voyons les 3 apprentissages de relations à l'œuvre. En général, c'est vrai que chacun de ces apprentissages prend du temps et qu'il n'est pas bon de vouloir amener l'étape suivante trop tôt. Par exemple, il serait vraiment très prématuré et préjudiciable d'éduquer au décentrage quelqu'un dont la personnalité ne serait pas construite. Ça n'irait pas. Mais cependant, depuis une trentaine d'années, s'incarnent de plus en plus d'enfants dont l'âme, au cours de vie antérieure, a déjà développé le mental et construit une personnalité autonome. Alors bien sûr, il leur est nécessaire de repasser par les étapes d'élaboration des différents corps dans cette vie et de reconstruire leur personnalité. Mais le processus étant inconsciemment connu, il se fait beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de facilité. Et pour ces enfants, ces adolescents et les jeunes adultes qu'ils deviennent, l'éducation par les 3 relations peut alors se faire simultanément, afin de les accompagner au mieux dans la poursuite de leur évolution qui, rappelons-le, bénéficie à tous. Ainsi, dans l'avenir, lorsque l'éducation simultanée aux 3 relations deviendra plus fréquente, il n'y aura plus besoin de passer par une affirmation excessive et égoïste du moi-je, comme maintenant. Alors le pouvoir personnel perdra de sa puissance et le bien commun résultant de plus justes relations s'installera progressivement. Voilà donc les différents aspects de l'éducation humaine dans les temps à venir.
Elle a pour objectif de former ce que nous pourrions appeler un humain digne de ce nom. C'est-à-dire un être conscient de lui-même, bien coordonné physiquement, émotionnellement, mentalement, et exprimant ses aptitudes grâce à une personnalité créatrice, respectueuse de ses congénères et de l'ensemble des autres règnes. Un être qui pressent l'âme en lui, même s'il la considère encore comme un plus extérieur qui peut lui apporter quelque chose. En fait, un tel être atteint le but éducatif qui est exprimé par la devise liberté, égalité, fraternité. En effet, il est devenu ce qu'on appelle un homme libre, autonome et indépendant dans ses choix et dans ses pensées. Il reconnaît pleinement l'égalité en droit qui doit prévaloir partout sur la planète. Et il fait preuve, vis-à-vis de l'humanité, d'un esprit de fraternité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que sa vie se conforme entièrement à cette devise, mais il tend à s'en rapprocher sans cesse au quotidien. Il a donc atteint le but évolutif du 4e règne de la nature. Et pour beaucoup de personnes dans notre société actuelle, il a atteint l'idéal de ce qu'on peut être. D'ailleurs, lui-même en est assez satisfait. Il est assez content de lui. Et paradoxalement d'ailleurs, c'est cette satisfaction et ce contentement de soi qui va lui poser problème pour la suite de l'éducation. Alors, c'est quoi la suite de l'éducation? La suite consiste à pénétrer dans le 5e règne, le règne de l'âme. Et cette entrée est beaucoup plus exigeante que le simple intérêt qu'on peut éprouver pour l'âme lorsqu'on est identifié à la personnalité. C'est beaucoup plus engageant que de prier ou simplement de méditer avant d'en revenir à son quotidien. La suite de l'évolution, ça consiste à changer de règne de la nature, à changer totalement d'identité, à s'identifier à l'âme et non plus à la personnalité, tout en gardant la forme de l'identité précédente, ce qui accroît évidemment la difficulté. Et le chemin qui y mène se nomme le chemin de l'initiation. Alors on peut se demander, mais pourquoi changer de mot? Puisque nous avons dit que tout à l'heure, l'éducation est permanente et universelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait très bien garder le mot éducation. Mais le mot initiation met l'accent sur les étapes nécessaires à l'entrée dans le 5e règne. Et il est vraiment intéressant de voir que l'étymologie de ces deux mots, éducation et initiation, témoigne du passage du 4e au 5e règne. Éduquer, nous l'avons vu, signifie conduire hors d'eux. Et initier signifie entrer dans. C'est la suite. Et c'est ainsi que l'éducation, après de nombreux apprentissages, conduit progressivement hors des limitations que sont toutes nos identifications formelles, pour nous permettre de quitter les états de conscience du 4e règne et entrer par l'initiation dans l'espace vibratoire du 5e règne, le règne de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que le processus initiatique? C'est rien d'autre qu'un commencement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le langage courant quand nous parlons d'une activité nouvelle. Nous nous initions à la peinture, à la musique, à l'anglais ou au japonais. L'initiation à quelque chose, c'est un démarrage, c'est l'apprentissage d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Et c'est ce qui se passe pour l'humain quand il approche le champ vibratoire de l'âme, il s'initie au 5e règne. Alors pendant tout un temps, conscient de la nécessité d'évoluer, il séjourne au seuil du 5e règne. Il se renseigne. Il cherche à le comprendre à travers des enseignements pour en découvrir la nature. Il entreprend de se familiariser avec la présence qu'il pressent en lui, sans toujours l'identifier, jusqu'au jour où il s'engage dans cette voie nouvelle. Alors, vie après vie, il s'initie à ce nouvel état de conscience qui lui demande d'adapter, encore une fois, son existence quotidienne aux valeurs d'ensemble. Ce qui l'oblige à livrer en son fort intérieur un combat opposant les intérêts d'une conscience individuelle éclairée, propre au 4e règne, à la nécessité de s'oublier pour l'ensemble, comme l'exigent les qualités du 5e règne. D'un point de vue analogique d'ailleurs,
on pourrait comparer les étapes initiatiques aux 5 stades par lesquels passe tout humain au cours d'une vie physique. Le premier stade, ça correspond à la naissance physique. Le second à l'enfance. Le troisième à l'adolescence. Puis suit le stade de jeune adulte pour aboutir à l'humain en pleine possession de tous ses moyens. Ce sont les 5 étapes initiatiques, on pourrait dire, à la vie humaine et que nous revivons à chaque incarnation. Et c'est seulement à la 5e étape que nous sommes pleinement humains. De même, au cours de nombreuses vies, 5 étapes nous font pénétrer dans la vie de l'âme une. C'est ce qu'on appelle les 5 initiations qui amènent un être à pénétrer pleinement la conscience globale. Et là aussi, c'est seulement à la 5e étape que nous sommes pleinement vivants au sein de ce 5e règne. Alors avant de les détailler, commençons par mettre en lumière 3 qualités propres à l'initiation. Commençons par dire que l'initiation, c'est un engagement. La différence entre l'éducation au monde de l'âme et l'initiation, c'est la notion d'engagement. Comme nous l'évoquions d'ailleurs tout à l'heure, tant que l'intérêt pour le monde de l'âme est épisodique, tant qu'on regarde le 5e règne depuis les berges du 4e, sans se mouiller, en campant tranquillement dans ses zones de confort, il n'y a ni prise de risque, ni engagement. Tout va bien. Mais quand on entreprend la traversée pour passer d'une rive à l'autre, on découvre les remous et les tourbillons qu'il s'agit de dominer, parce que une fois la traversée engagée, il n'y a plus de marche arrière possible. Quand on sait, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et si parfois le mental peut s'arranger pour oublier ce qu'il sait, la conscience, elle, une fois éveillée, n'a plus les moyens de se refermer. Chaque ouverture de conscience se solde par un effet cliquet, parce que la conscience ne restreint jamais ses champs de découverte. Elle est pleinement active, engagée, et c'est cet engagement croissant au sein de la vie de l'âme une qui caractérise le sentier de l'initiation. La deuxième caractéristique de l'initiation, c'est qu'elle est un grand processus de libération. En effet, à chaque initiation, un processus de libération de l'emprise de chacun des corps s'amorce jusqu'à être totalement désidentifié des corps qui forment la personnalité. Et une fois ces libérations effectuées, le travail continue en apprenant à se libérer des excellences de la personnalité elle-même pour servir sans réserve la volonté de l'âme une. Et donc c'est une des caractéristiques essentielles de l'initiation, parce que même dans les initiations supérieures qui dépassent de loin ce que nous pouvons imaginer, il y a toujours la nécessité de se libérer de ce qui a été perçu, vécu, compris auparavant, pour entrer dans un élargissement de conscience. Et c'est ce qui nous amène justement à la troisième caractéristique. L'initiation, c'est aussi un élargissement de conscience qui transforme à chaque fois totalement notre vision du monde. Cette mutation s'opère au sein des 3 qualités essentielles de l'âme une, la volonté, l'amour et l'intelligence créatrice. Ainsi, chaque pas permet de pénétrer plus profondément dans la vision du plan pour la planète. De même, chaque étape sur le chemin de l'initiation accroît la capacité de la conscience à inclure, jusqu'à être en mesure de vivre en unité totale avec tout ce qui vit sur Terre. Enfin, chaque pas posé dans le champ du 5e règne renforce et élargit l'engagement dans le service planétaire. Donc, comme nous pouvons le voir, par l'approche du plan, nous sommes dans l'aspect volonté du rayon 1. Avec l'expansion et l'inclusivité, nous sommes dans la qualité d'amour du rayon 2. Et avec le service, nous sommes dans la qualité d'adaptation et de mise en œuvre du rayon 3. C'est ainsi que nous intégrons progressivement l'essence inhérente aux 3 qualités fondamentales de l'âme. Alors, voyons à présent comment l'engagement, la libération et l'élargissement de conscience se manifestent au fil des 5 initiations qui dessinent l'évolution de la conscience au sein du 5e règne. Alors, première initiation. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre ce que la phrase « passer la première initiation » peut avoir de trompeur.
Parce que nous imaginons souvent une cérémonie en bonne et due forme. Mais ce n'est pas le cas. Les initiations ne se prennent pas dans le monde phénoménal, et leur célébration se passe la plupart du temps inconsciemment. Nul n'est averti de façon formelle d'un passage de degré, parce que là ne délivre ni diplôme ni félicitations. La première initiation, c'est donc un programme d'ouverture de conscience qui court sur plusieurs vies et se peaufine une fois l'ouverture de conscience installée. Mais alors, comment savoir qu'on a pris la première initiation et qu'est-ce qu'elle implique? Eh bien, c'est en étant au fait de ce qu'elle exige et des effets qu'elle génère que nous pouvons considérer que cette initiation est devant nous ou derrière nous. La première initiation est le résultat de plusieurs vies mystiques, en Occident comme en Orient. Elle se manifeste souvent par le fait qu'on cesse de croire en un Dieu traditionnel, mais que l'on se sait parcelle de divin incarné. On entre alors dans une perception plus mentale de Dieu, qui n'est plus personnifiée, mais qui s'appréhende intimement en tant que vie ou pure énergie. L'attrait pour les pratiques religieuses s'estompe alors, pour laisser place à une spiritualité beaucoup plus intérieure. Et la première initiation n'apparaît plus du tout comme le privilège des croyants, mais comme un état de conscience qui prend en compte plus grand que soi. Et là encore, il faut se départir de nos représentations limitées, parce que les chercheurs, les banquiers, les politiques, même les athées et bien d'autres peuvent avoir pris la première initiation. Le premier objectif que poursuit l'âme pour cette initiation, c'est la maîtrise du corps physique et de divers appétits. Et pour cela, l'âme inspire à l'individu un besoin de cohérence entre ce qu'elle est et ce qu'il vit au niveau de ses appétits physiques, le prédisposant ainsi à se parfaire. Et presque sans réaliser ce qui l'anime, l'individu cherche alors à se discipliner. Il accorde un soin particulier à son alimentation, aux soins corporels, aux pratiques de mieux-être, telles que le yoga ou le qigong ou autres, certaines méditations de bien-être ou toute autre approche susceptible de construire une harmonie physique. La vie physique est alors de plus en plus réglée, et l'âme peut commencer à dominer ce plan. Et la libération de la domination du corps physique devient alors effective avec cette première initiation. Il faut noter quand même que parfois, l'engouement pour cette amélioration conduit à des démesures, centrant exagérément la personne sur elle-même et sur ses pratiques. Mais bon, ce n'est que passager, ça passe. Alors, si nous observons les priorités qui s'affichent dans nos sociétés occidentales actuellement, nous pouvons en déduire que bon nombre de personnes ont déjà pris ou sont en passe de prendre cette première initiation. Le second objectif que poursuit l'âme dans cette première initiation, c'est d'inciter chacun à prendre en compte les autres. Et cela passe par des sentiments d'appartenance à des groupes de plus en plus ouverts. Et chacun commence alors à sentir, penser et agir pour la communauté, et non plus exclusivement pour lui-même. Et ça entraîne de nombreux changements dans les relations, parce que les notions de reconnaissance et de respect deviennent prioritaires. Il suffit de voir à quel point les relations entre les hommes et les femmes sont aujourd'hui réinterrogées pour réaliser qu'une vraie mutation est en marche. Parce que derrière cette transition qui ébranle notre société et qui l'invite à inventer de nouveaux rapports, ce dont il est question, au-delà des aspects phénoménaux, c'est de la reconnaissance des polarités à l'œuvre dans le monde et la compréhension de la nécessité d'établir de justes rapports entre ces polarités. En effet, tout est polarisé dans l'existence. Et c'est en unissant les polarités, tant entre les humains, entre les sexes, qu'entre les peuples et les nations, que de nouvelles créativités, de nouveaux possibles verront le jour. Cette reconnaissance de la nécessité d'apprendre à unir les polarités opposées complémentaires conduit avec la première initiation à l'union entre les deux pôles que sont la personnalité et l'âme.
C'est ce que les écrits ésotériques nomment le mariage dans les cieux. Par cette relation magnétique, par l'union de ces deux pôles de conscience, une nouvelle créativité sur les plans supérieurs voit le jour. Donc, la première initiation, c'est une entrée dans la lumière du cinquième règne qui inaugure une façon d'être au monde entièrement nouvelle. C'est le commencement d'une nouvelle manière de penser, de vivre et de percevoir le monde. Elle contribue à l'arrivée en manifestation de ce qu'on appelle l'homme nouveau, qui est celui qui, non seulement sait ce qu'il est essentiellement, mais qui cherche à devenir ce qu'il est essentiellement. Alors pour savoir si nous en sommes au stade de la première initiation, il est dit que lorsqu'une personne cherche à inclure ses semblables, quand elle s'intéresse à l'enseignement scientifique ou ésotérique, montrant ainsi une ouverture sur l'origine et l'avenir du monde, quand elle cherche à se discipliner et à colorer l'existence de touches de bien, de beau et de vrai, c'est qu'elle a vraisemblablement passé le stade de la première initiation et se dirige vers la seconde. Et dans l'avenir, quand une majorité d'humains en seront à ce stade, eh bien, ils engendreront un cycle entièrement nouveau d'art créateur, parce que la beauté et le bien commun seront alors une préoccupation majeure. Les justes relations commenceront à se manifester sur tous les plans et entre tous les terriens. La philosophie, la philanthropie se développera au sein de groupes qui penseront la nouvelle économie au service du bien de tous, en veillant à la répartition des avoirs et des services au sein d'échanges responsables et égalitaires. Voilà ce qu'il en est donc pour la première initiation. Passons donc maintenant à la seconde. Plusieurs vies se déroulent entre le passage de la première initiation et la seconde, parce que c'est là que se situe la principale difficulté à franchir. En effet, après la maîtrise et la purification du corps physique, l'âme incite la personnalité à se libérer de l'émotionnel. Ce corps multifacette où se développent les désirs, les affects, les émotions, les passions, l'imaginaire, est extrêmement puissant puisqu'il dirige l'ensemble de la personnalité et qu'il est bien difficile à maîtriser. Alors la deuxième initiation est une traversée, une ascension au dénivelé escarpé parce qu'elle incite à sortir de l'émotionnel pour donner le pouvoir au corps mental. Ça signifie que l'individu, en passe de prendre la deuxième initiation, cherche à diriger sa vie à partir d'idées globales concernant l'ensemble de l'évolution, et non pas depuis ses réactions émotionnelles, depuis ses désirs et ses opinions personnelles, fussent-elles très bien intentionnées. Et il en résulte qu'aucun événement personnel, aucune difficulté émotionnelle, si difficile soit-elle, ne remet en question ni ses idées, ni son engagement pour le service, parce que le mental garde le cap. Quand un individu cesse d'être mené exclusivement par ses envies ou par ses émois, alors il devient capable de formuler des pensées qui ne sont plus des opinions venant de son corps de désir, mais des expressions mentales émanant de son instance essentielle. Il répond alors consciemment à l'appel de l'âme et n'est plus soumis aux vagues de réactivité permanente qui agitent le corps émotionnel. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'il ne connaît plus du tout les tourments de l'émotionnel. Non, pour ça il faudra attendre la troisième initiation. Il les vit encore régulièrement, mais il n'en est plus la marionnette. Il sait d'une manière certaine qu'à son étape du chemin, les réactions émotionnelles, les désirs, les passions ne sont plus évolutifs, et il cesse totalement de les cultiver et de les rechercher. Et si ceux-ci surgissent encore dans son quotidien, ils ne sont plus alimentés comme ils l'étaient auparavant. S'il lui arrive de se laisser à nouveau prendre par les vibrations de l'émotionnel, il cherche aussitôt à se réaligner sur le mental éclairé. Et à chaque rechute, le rétablissement se fait plus rapide.
Ce réalignement est la seule transmutation possible. Parce que les réactions émotionnelles n'ont pas à être niées, ni inhibées. Elles sont à reconnaître comme des manifestations qui ont été utiles, fondamentales même, un temps à la construction personnelle, mais qui maintenant entravent le passage à la conscience d'ensemble. Ainsi, avec la deuxième initiation, la vie de l'émotionnel perd de son intensité parce que l'individu ne s'y identifie plus comme c'était le cas auparavant. Cette libération progressive permet d'affronter quelques difficultés. En particulier les difficultés de l'abandon de toutes les valeurs qui remplissaient la vie d'avant. C'est s'habituer à ne plus être en phase avec la majeure partie de la société pour laquelle les saveurs de la vie dépendent des plaisirs de l'émotionnel. Et c'est aussi assumer de ne pas être compris par tous les proches qui n'ont pas encore abordé cette phase évolutive. Et c'est pourquoi la vie autour de la deuxième initiation, c'est une vie de difficulté et de souffrance. Lorsqu'une vie se situe autour de cette deuxième initiation, donc, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de se libérer, comme on vient de le voir, de la servitude de l'émotionnel et de fonctionner depuis le plan mental. Le second, c'est de développer une attitude de cœur, qui s'efforce de prendre en compte l'ensemble des terriens. Et la troisième consiste à s'engager consciemment dans une vie consacrée au service. Ce n'est pas un service de temps en temps, c'est une vie consacrée au service. L'importance de ce passage est considérable, parce que nous sommes tous des cellules de l'humanité. Or, toute cellule humaine qui travaille à la maîtrise de sa propre nature émotionnelle participe à la pacification de l'humanité dans son ensemble. Et aujourd'hui, nous pouvons voir combien ce travail est indispensable. La pollution du monde est essentiellement émotionnelle. Et les dérèglements climatiques n'en sont que la partie émergée, la conséquence. Parce que le monde est malade des égoïsmes individuels. Chaque fois qu'un individu apaise la vie de son propre émotionnel, il permet, grâce à l'alliance de la tête et du cœur, de se libérer d'une part d'égoïsme et fait croître dans le monde l'énergie de la bonne volonté et celle d'une plus grande unité. Ainsi, à mesure que le nombre d'humains s'attelle à cette tâche augmente, le taux vibratoire de l'humanité s'élève et contribue à l'avènement de plus justes relations. Vaincre la nature émotionnelle, c'est un long et difficile chemin qui se parcourt individuellement, mais aussi collectivement, pour le bien de la Terre et de tous les terriens. Alors arrive la 3e initiation. Après la libération de la domination du corps physique, puis celle du corps émotionnel, la 3e initiation mène tout d'abord à se libérer de l'emprise du mental concret, puis à renoncer à tout pouvoir personnel. Elle conduit en effet à se libérer de l'autorité de la personnalité, qui renonce à sa volonté propre et met l'ensemble de ses compétences et de ses qualités au service de l'âme. Et dès lors, toute dualité prend fin. Oui, c'est la fin de la dualité. Alors à ce stade, l'humain se sait âme, se vit âme, et utilise la personnalité comme un outil, simplement, pour servir le plan planétaire. Il siège alors au sein du 5e règne, même si naturellement beaucoup de choses lui échappent encore. Comme nous le disions, le travail qui mène à cette initiation commence par une libération, une désidentification du mental concret formel qui ne travaille qu'à partir des connaissances déjà existantes et perpétue ainsi du même sans songer à s'ouvrir au nouveau. Cette libération du mental concret permet d'apprendre à unifier les 3 aspects du mental au cours de la méditation. C'est un travail qui a déjà commencé en écoutant la voix de l'âme, la voix du silence ou celle de l'abstraction. Et c'est ainsi qu'un canal entre l'âme et le mental concret s'est construit peu à peu. Mais pour aboutir à la 3e initiation, il est nécessaire de prolonger ce canal à travers le mental abstrait jusqu'au plan supérieur de l'âme, une. Et le mental est alors unifié et peut servir de pont entre les idées abstraites fondamentales
et la personnalité qui les mettra en œuvre. Tous les chercheurs de l'abstrait qui se focalisent sur les principes, les lois fondamentales, les symboles pour réussir à en traduire l'essence dans une approche intelligible, construisent également ce canal, évidemment sans forcément le savoir. Et quand le mental est unifié, il n'y a plus d'entrave à ce que les énergies subtiles de volonté, d'amour et de lumière se déversent et imprègnent l'ensemble de la manifestation. Alors bien sûr, ça peut nous paraître un lointain avenir, mais nous devons garder à l'esprit que les initiations ne se passent pas de façon cloisonnée. Ainsi, en développant le mental, en se préparant à la deuxième initiation, l'humain travaille déjà à la construction du canal indispensable pour passer cette troisième initiation. Voilà donc ce qu'il en est pour les 3 premières initiations qui représentent notre avenir proche. En ce qui concerne les 4e et 5e initiations, ce sont des étapes que nous aurons à franchir dans quelques vies, et nous ne les développerons pas, sachant simplement que la 4e initiation entraîne la destruction du corps causal de l'âme. Cette initiation installe l'entité humaine sur le plan bouddhique d'intuition pure et la familiarise avec la fréquence de la monade, l'esprit. C'est la libération de tout intérêt concernant la vie personnelle au bénéfice du plus grand tout. Même la conscience de l'âme perd de son importance et un état de conscience plus universel et plus proche du mental divin prend sa place. Quant à la 5e initiation, elle marque l'état de perfection sur terre, l'état de maître de sagesse, l'identification pleine et entière à la monade, qui pour l'humanité signe l'achèvement de sa mission sur terre. Et là encore, c'est une libération. C'est la libération purement la libération de la vision purement planétaire qui permet d'entrer dans celle qui concerne la réalité du système solaire, au-delà de tout ce qui a été ressenti et connu jusque-là. Mais les mots ici, naturellement, manquent pour parler de ce qu'on ne connaît pas du tout. Voilà donc comment l'humain passe par l'éducation à la construction de ses différents corps, puis il passe à l'avènement d'une personnalité puissante et compétente, avant de gravir, initiation après initiation, le chemin qui impose d'abandonner l'attachement à tout ce qui a été construit pour devenir vecteur d'amour, de volonté et de lumière au service du bien commun. Pour permettre à l'individu de se réaliser en tant que personnalité accomplie. L'éducation visait la liberté. Pour retrouver l'âme puis l'esprit que nous nous sommes essentiellement, l'initiation conduit à la libération. Liberté, libération, 2 facettes, 2 mouvements d'une même impulsion qui transparaît à travers l'âme qui se décline dans tous ses états. Et bien c'est sur cette note que se termine notre cycle annuel. L'année prochaine, nous nous attacherons au fil des mois à traiter certains aspects des cycles de l'être, pour continuer à cheminer ensemble et nous faire collectivement passeurs des énergies essentielles, et puis incarner, autant que faire se peut, les qualités indispensables pour ancrer les justes relations sur Terre. Alors pour terminer, reprenons la méditation qui nous a accompagnés pendant toute l'année.